Dans ce chapitre, nous allons parler de signature numérique. Alors la signature numérique, on appelle ça aussi la signature électronique, c'est un mécanisme qui permet de garantir l'intégrité d'un document et d'en authentifier l'auteur, par analogie avec la signature manuscrite d'un document papier. Quand on signe de manière manuscrite un papier, on appose sa signature qui est personnelle, et le papier qui a été signé ne peut pas être modifié d'aucune manière. On ne peut pas changer le montant d'un chèque après que la signature a été effectuée. Et on ne peut pas apposer votre signature sur un autre document que sur le chèque que vous avez signé. Le domaine informatique, c'est un petit peu différent parce que on n'a pas de document qui soit d'un seul tenant. C'est-à-dire qu'un fichier informatique est une suite de 0 et de 1 où on pourrait prendre la signature et la mettre ailleurs qui ne suivrait pas cette suite logique qui constituerait notre document. Donc il va falloir trouver un moyen d'associer une signature à un document en particulier. Alors vous l'avez déjà vu dans le cours de cryptographie, on va utiliser des fonctions de hachage et on va utiliser de la clé publique, c'est-à-dire une paire de clés publiques et privées pour pouvoir forger cette signature. Donc les fonctions de la signature, elle doit permettre au lecteur d'un document d'identifier la personne ou l'organisme qui a apposé sa signature, donc la signature est liée à la personne qui l'a fait. Et il doit garantir que le document n'a pas été altéré entre l'instant où l'auteur l'a signé et le moment où le lecteur la consulte. Donc on y a un lien entre la signature et le document qui est signé. On a besoin de 5 propriétés pour la signature, elle doit être authentique, l'identité du signataire doit pouvoir être retrouvée de manière certaine, on doit être sûr que c'est cette personne-là qui a signé, infalsifiable, donc la signature ne peut pas être générée par quelqu'un d'autre, non réutilisable, on ne peut pas apposer votre signature à un autre document que vous ne souhaiteriez pas signer, inaltérable, c'est-à-dire que le document signé est inaltérable, une fois qu'il est signé on ne peut plus le modifier, et irrévocable, une fois que vous avez signé quelque chose, vous ne pouvez pas dire non, ce n'est pas moi qui ai signé ce document-là. Voici les 5 propriétés essentielles pour pouvoir construire un schéma de signature cryptographiquement sûr. C'est-à-dire qu'il ne vérifie pas une de ces propriétés-là, on ne l'utilisera pas en cryptographie. Alors en pratique, l'essentiel de processus de signature s'appuie sur de la cryptographie asymétrique. Dans le reste de ce chapitre, nous nous placerons dans le cas le plus courant, donc on aura un cryptosystème à clé publique, et à partir de celui-ci, donc nous avons étudié 3 systèmes, on a étudié Makelis, Niederreiter et Himes. À partir d'un système comme ça de chiffrement à clé publique, on va essayer de construire un modèle, un schéma de signature basé sur les problématiques des codes correcteurs d'erreur. Donc comment ça marche en pratique? Donc au niveau de la mise en place, Alice et Bob ont convenu au préalable d'un schéma de chiffrement asymétrique, donc à clé publique, constitué d'une fonction de chiffrement et d'une fonction de déchiffrement. Donc nous on a vu que le chiffrement, pour le cas de Makelis, c'était un produit vecteur-matrice et on ajoutait un vecteur d'erreur. Pour le cas de Niederreiter, c'était une fonction d'encodage pour convertir mon message en un mot de longueur n et de poids-t, et puis ensuite on faisait la somme des t-colonnes de h, voilà. Et à Himes, ça mélangeait un peu des deux. Donc en tout cas, on a une partie chiffrement qui est clairement définie par des opérations arithmétiques qui sont simples, et la partie de déchiffrement, elle implique la connaissance du secret, c'est-à-dire du code sous-jacent, dont on connaît la matrice génératrice dans un cas, ou la matrice de parité dans un autre, pour lesquels on aura un algorithme de décodage qui nous permettra de retrouver le message, ou bien le vecteur d'erreur, à partir du chiffré. On a besoin aussi d'une fonction de hachage, c'est celle qui va permettre de garder le document inaltérable, ainsi que de pouvoir lier la signature au document, donc elle a un rôle important ici. Et pour le chiffrement choisi, Alice va générer une paire de clés, privées et publiques. Elle va transmettre sa clé publique à Bob, par un canal non sécurisé, en général c'est un annuaire. Bob va utiliser la clé publique qu'a mise Alice dans un annuaire, et puis l'annuaire est de confiance, c'est-à-dire qu'on va être certain que dans cet annuaire, la clé publique d'Alice correspond bien à Alice. Elle a procédé à une processus de certification de ces paramètres-là, donc la personne qui va utiliser cette clé publique n'a pas à se soucier du lien entre la clé publique et la personne avec laquelle il va communiquer. Donc Alice va transmettre sa clé à Bob par un biais, et elle va garder secret sa clé privée. Voilà. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est les principes de base de la cryptographie à clé publique.
Alors ensuite, pour signer un message, il y a toute une phase de préparation. La préparation, c'est juste de calculer le haché de ce message-là. Donc on veut signer un message M, on va calculer dans un premier temps le haché de M. Donc la fonction de hachage, c'est quelque chose qui est connu, qui est classique. Vous l'avez vu en cryptographie, SHA-2, SHA-3, SHA-256 par exemple. Donc tout le monde sait quelle fonction de hachage on va utiliser. Elle va chiffrer ce condensat, donc ce haché, grâce à sa fonction de chiffrement, en utilisant sa clé privée. Le résultat obtenu est la signature du message. D'accord, donc c'est le processus inverse du chiffrement. Elle calcule le haché, elle utilise sa fonction de déchiffrement. Alors, il y a une erreur dans ce que je projette, mais qui est corrigée dans le document que vous avez avec vous. Elle ne chiffre pas ce condensat grâce à sa fonction de chiffrement. Elle déchiffre ce haché grâce à sa fonction de déchiffrement, qui elle implique sa clé privée, et le résultat obtenu c'est la signature du message. D'accord, donc pour signer un message, on prend le haché de ce message et on utilise sa fonction de déchiffrement, donc sa clé secrète, pour pouvoir créer cette signature. Elle prépare le message signé en plaçant le message clair et la signature dans un conteneur quelconque, donc elle concatène la signature et le message, et ça constitue le message signé. Elle transmet ce message signé à Bob par un canal non sécurisé. À la réception du message signé, Bob réceptionne ce message-là. Pour vérifier son authenticité, il hache le message clair qu'il a reçu, donc le M qu'il a reçu, il calcule son haché, donc il a H de M, avec la fonction de hachage convenue au préalable. Il va déchiffrer la signature, alors là, c'est faux encore, il va chiffrer la signature en utilisant la fonction de chiffrement avec la clé publique. D'accord, donc là, ça fonctionne dans l'autre sens, il chiffre quelque chose qu'il a reçu, qui avait été déchiffré au préalable pour la signature, avec sa fonction de chiffrement associée à la clé publique d'Alice. Donc, dans le cas de RSA, vous l'avez vu, on chiffre en faisant l'exponentiation modulaire avec E, la fonction de chiffrement encryption, on déchiffre avec la fonction de déchiffrement D, decryption. Donc là, on va faire le processus inverse, mais vous l'avez déjà vu, donc je pense que c'est assez clair, malgré les coquilles qu'il y a dans ce document. Il va comparer ce résultat avec H de M qu'il a calculé au préalable, et si le chiffré de la signature correspond au haché du message M, eh bien on dit que la signature est valide. Donc j'ai fait un petit schéma pour résumer ça, dans lequel il n'y a pas d'erreur, il me semble. On suppose qu'Alice souhaite envoyer à Bob un message dont il puisse vérifier l'authenticité. Le message que souhaite envoyer Alice est un fichier binaire, donc une suite de 0 et de 1 de nature quelconque, une image, un son, n'importe quoi, une vidéo, qui peut être assimilé à un fichier texte. On peut convertir n'importe quel support numérique en une suite de 0 et de 1, et donc on peut imaginer que cette suite de 0 et de 1 est stockée dans un document. Donc comment ça fonctionne? On calcule le haché à partir de notre document, H, on utilise sa fonction de déchiffrement pour associer la signature, on envoie le document avec sa signature, et à réception, on calcule d'une part le haché de notre document qu'on a envoyé, donc on obtient une valeur H1 ici, on prend la signature en bas du document, ou à côté, qui est liée, concaténée avec notre document, on utilise notre fonction de chiffrement pour obtenir le chiffrement du déchiffrement, donc on retombe sur le H qu'on avait au départ, et si ce H2 est égal à H1, et bien si ces deux valeurs sont égales, alors on peut dire que la signature est valide. Donc ça on peut le faire pour RSA de manière assez directe. Si on a un cryptosystème à clé publique, on peut le convertir en schéma de signature. Par contre, avec les schémas que nous avons vus en théorie des codes, c'est pas direct. C'est pas direct parce que on ne peut pas déchiffrer n'importe quoi. Le haché, ici, c'est une valeur quelconque, c'est le haché d'un document, donc on n'a pas de contrôle sur cette valeur-là, c'est une valeur quelconque. Cette valeur quelconque n'est pas forcément un mot de code plus une erreur. Ne correspond pas forcément à un vecteur erreur de longueur n et de poids t, tel que h fois e serait égal à ce haché-là. On n'est pas certain, on n'a pas de moyen d'avoir un haché qui soit déchiffrable, qu'on puisse associer un message, un antécédent à ce haché quelconque. Donc là j'espère que c'est clair que en théorie des codes on peut pas déchiffrer n'importe quoi, puisqu'on peut déchiffrer que les choses qui sont un mot du code plus une erreur de poids t
Michaelis, ou alors qui sont la somme de t colonnes fournies de writer, mais on ne peut pas associer à n'importe quel élément un vecteur E de longueur n et de poids t tel que h e égale s. Donc là je me répète, mais j'espère que c'est clair. Des gens ont trouvé la parade. Donc c'est en 2001, ces 3 personnes, Courtois, Fignaz et Sandrier, donc ça a donné le nom CFS, qui ont proposé un moyen de utiliser le schéma de Michaelis ou de writer pour pouvoir faire de la signature. Alors le problème c'est qu'ils sont pas inversibles, dans le sens où je vous l'ai expliqué. Si on prend un élément quelconque, dont nous sommes capables de décoder d sur 2 erreurs, la probabilité que y soit décodable est très faible. Si ici nous avons les mots de code, on pourra corriger les erreurs que si on est dans une de ces boules, de rayon T, donc de centre le mot de code et de rayon T, et il faudrait que notre haché, il soit dans une de ces boules. S'il n'est pas dans la boule, eh bien on peut pas corriger les erreurs et on peut pas associer un mot de code correspondant. L'astuce, c'est de construire à partir de ce haché-là, différents hachés, donc là j'ai le premier haché qui n'est pas dans la boule, qui est né dans aucune des boules, un deuxième, un troisième, jusqu'à obtenir un haché qui est dans la boule. Et une fois qu'il est dans la boule, je suis content, je peux décoder, donc déchiffrer, c'est décoder dans notre cas, pour retrouver le message, le mot de code correspondant. Alors, comment ça marche en pratique, de manière un peu plus claire? Mais dans leur schéma, si on part d'un message D assigné, on calcule le haché de ce message, d'accord, comme on le fait de manière classique. Le haché, c'est une fonction de hachage qui est classique, à valeur dans 0,1 puissance n-k. Et on cherche un E tel que HE égale ce haché. On cherche à pouvoir corriger les erreurs, ou retrouver le vecteur d'erreur à partir de notre syndrome. HM, ce serait notre syndrome. On connaît H. On a un algorithme de décodage gamma H qui permet de retrouver E à partir d'un syndrome. Eh bien, il faut que ce haché-là soit décodable, soit dans une de ces boules. Alors pour pouvoir faire ça, j'ai mon algorithme de décodage, eh bien je vais fixer un compteur, et tant que mon élément n'est pas décodable, eh bien je vais incrémenter mon compteur. Je l'incrémente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à obtenir un haché qui soit décodable. Dès qu'il est décodable, eh bien je suis content, j'ai gagné, je décode, j'utilise gamma, mon algorithme de décodage pour la matrice de parité H, pour cet élément-là, et la signature, du coup ce sera le E, et la valeur de compteur qui m'a permis d'avoir quelque chose de décodable. Donc je donne E et J, et la personne qui doit vérifier ma signature, eh bien il a juste à calculer le haché de M concaténé avec ce J-là que je lui ai envoyé, il vérifie que c'est bien égal à HE transposé, donc à ce moment-là, il sait que j'ai bien généré la signature du message grand M, ou plutôt du message petit d qui a été haché en grand M. Donc pour pouvoir faire ça, on a besoin d'avoir une bonne chance d'être dans une de ces boules. On a besoin d'avoir une famille de code qui a une grande densité. Ainsi que une famille de codes pour lesquels, si je donne la matrice publique, H, ici c'est une matrice qui est publique, qui est la matrice d'un code caché, donc privé qui a été permuté, multiplié par Q, vous vous rappelez le processus de Niederreiter. Donc il faut une famille de code qui soit dense, c'est-à-dire qu'il y a une bonne chance de tomber dans une boule, et que on ne puisse pas retrouver la clé privée à partir de la clé publique. Eh bien ils ont proposé d'utiliser la famille des codes de Gopa binaire. Donc c'est une famille de codes qui est connue en théorie des codes, qui est assez technique à détailler, donc c'est pour ça que dans ce cours je passe un peu sous silence le fonctionnement de cette famille de codes. En tout cas, c'est des codes pour lesquels on a un algorithme de décodage efficace, qui utilise l'algorithme de Berlekamp-Massé que vous avez déjà vu en crypto, et qui a des paramètres de la forme suivante, donc n égale 2 puissance m, k égale 2 puissance m moins tm, et la distance minimale, c'est 2t plus 1, où t ça va être la capacité de correction. Et pour cette famille de codes-là, on va le démontrer en exercice, quand t est petit, la probabilité pour qu'un élément aléatoire soit décodable, c'est-à-dire qu'on tombe dans une de ces boules, c'est à peu près une chance sur t factoriel. Alors si t est petit, 1 sur t factoriel, c'est pas si grand que ça. Pour les paramètres qu'ils ont proposés dans leur schéma originel, pour avoir un niveau de sécurité de l'ordre de 80 bits, eh bien ils proposent n égale 2 puissance m avec m égale 16, t égale 9,
Donc ça veut dire qu'ils ont une chance sur 9 factoriels, ce qui fait à peu près 370 000, disons 400 000, ils ont une chance sur 400 000 d'avoir un mot qui est décodable. Donc il faut qu'ils répètent le processus précédent avec un compteur J qui va être incrémenté 400 000 fois, en moyenne. Parce que la chance de 1 sur 9 factoriels, c'est la densité. Donc on n'est pas sûr que quand j'ajoute mon compteur, je finisse au bout de 400 000 itérations dans une boule. Je peux y arriver au bout de 100 000, au bout de 600 000, mais en moyenne, j'y arriverai à peu près au bout de 400 000 itérations de ce processus-là. Donc ça veut dire que le coût de la signature, eh bien si je dois répéter le processus 400 000 fois, il est assez lourd. Donc ça veut dire que c'est des signatures qui sont très longues à générer. Donc ça c'est un gros point négatif. Par contre, une fois que c'est signé, eh bien on a juste ce couple EJ qui forme la signature. Donc on a une signature qui est très petite. Même E, c'est un vecteur de longueur n et de poids t, donc on peut imaginer d'associer phi-1 de E pour avoir quelque chose d'encore plus petit. Donc on arrive avec des paramètres qu'ils ont proposés à 80 bits pour la signature. Donc c'est une des plus petites signatures qui existent. Elle est très longue à générer, on a besoin de faire une chance sur t factoriel, donc 400 000 fois des itérations. Par contre, une fois qu'elle est générée, cette signature, elle est toute petite, elle fait que 80 bits. Alors que les signatures RSA, elles font 1024 ou 2048 bits. Donc là, on est dans des signatures très petites. Donc ça peut avoir des intérêts dans différents contextes. Un autre gros avantage, c'est que la vérification est très simple. Pour vérifier, on a juste à faire, on concatène H, M avec J, donc on a M, on concatène avec J, donc ça c'est très simple, et puis on a juste à faire la somme des T colonnes de H pour voir si on tombe bien sur ce H là. Donc là aussi c'est un autre argument fort, la vérification est très rapide. Par contre, un point négatif, c'est que la clé publique, les paramètres publics, donc la matrice grand H, qu'on doit divulguer, avec ces paramètres-là, n égale 2 puissance m, t égale 9, et k égale 2 puissance 16 moins 9 fois 16, eh bien elle est grande. On ne peut pas avoir une grande densité avec une clé publique petite. Donc on a une grande densité, mais notre clé publique est grande. Et donc ça, c'est des paramètres pour une sécurité de l'ordre de 2 puissance 80. Donc on voit qu'il y a des plus et il y a des moins. Les inconvénients, c'est qu'il faut décoder plein de fois, donc t factoriel fois. Donc ça c'est vraiment le point négatif avant de trouver un mot qui convient, donc c'est très lent. Par rapport à RSA, c'est 70 fois plus lent. T est faible, ça implique des paramètres très importants, parce que si on prend T est faible, ici, K il va être grand, parce que c'est 2 puissance m moins tm. Si on prend T grand, K sera petit, donc la clé publique sera plus petite, mais la probabilité d'avoir un mot décodable sera grande. Enfin, sera petite, pardon. Donc on n'a pas beaucoup de chance d'avoir un mot décodable si T est grand. Donc ça va à l'encontre de l'efficacité. Donc ça donne une clé publique qui est très grande. Par contre, il y a des avantages. La meilleure attaque, c'est l'attaque par ensemble d'informations, c'est-à-dire essayer de retrouver, à partir de mon code, faire ce décodage-là. Faire ce décodage-là sans connaître l'algorithme de décodage gamma H qui est notre clé secrète. Donc ça c'est la meilleure attaque. Il n'est pas basé sur un problème de théorie de nombre. Et les deux gros avantages que je vous donnais précédemment, c'est que la signature est très courte. Donc si on peut communiquer que peu d'informations dans notre canal et qu'on doit à notre message ajouter une signature petite, eh bien on va utiliser la signature CFS. La vérification, si elle doit être rapide, eh bien on peut utiliser la signature CFS. Mais ça c'est à condition qu'on ait beaucoup de temps pour pouvoir signer notre document, parce que c'est quand même 70 fois plus lent que RSA. Mais ça a été implanté, on arrive à signer en moins d'une minute. C'est très long, mais ça reste quand même réalisable.